Est-ce que vous saviez que Okinawa ne faisait pas partie du Japon avant très récemment et qu'à la base c'était même un pays à part entière avec son propre royaume, parce que oui, c'était un royaume. Ils avaient leur propre langue, leur propre culture complètement différente de la culture japonaise, leur propre roi, et oui, c'était une monarchie avant ici. Et donc c'était un royaume qui s'étendait sur plusieurs îles du sud de Kyushu jusqu'aux îles du nord de Taïwan à peu près. Donc c'était immense et c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, un pays à part entière, qui avait des relations politiques avec le Japon et la Chine, certes, mais qui n'était pas du tout japonais jusqu'en 1879, où Okinawa fut annexée par les Japonais. Et ce n'était pas une intégration douce, c'était une annexion. Le dernier roi, Shōtai, est monté sur le trône à seulement 6 ans. Il a régné pendant plus de 30 ans sur un royaume indépendant et pacifique qu'on appelait le royaume des Ryukyu. Il était respecté, cultivé et entouré d'une cour lettrée. À cette époque, la vie à Okinawa était relativement paisible, le royaume ne possédait pas d'armée et les conflits étaient rares. C'était un peuple tourné vers la mer qui vivait du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, une société qui était structurée, raffinée, où la culture et les traditions occupaient une place centrale. Il y avait une vraie douceur de vivre, une fierté identitaire et malgré la pression croissante du Japon et de la Chine, le royaume gardait son équilibre jusqu'en 1879. Cette année-là, les troupes japonaises sont arrivées à Shuri. Le château a été pris, le roi forcé d'abdiquer, il a été exilé à Tokyo et n'a plus jamais revu sa terre natale. La Chine a protesté sans succès, et pour le peuple d'Okinawa, c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Et le plus triste dans tout ça, c'est que toute une identité a été poussée à disparaître. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous faire découvrir Okinawa d'une autre manière. Je veux pas vous présenter ça comme étant la destination favorite des Japonais au Japon, ni comme étant les paysages paradisiaques du Japon. Je veux vraiment vous présenter ça comme étant une culture à part entière dans le monde, et du coup vous montrer quelles sont un petit peu les perles culturelles qu'on peut trouver ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venue au château de Shuri, et donc là, juste derrière moi, il y a l'entrée, et comme vous pouvez le voir, il y a 2 shisa. Les shisa, il faut savoir que c'est emblématique de la culture Ryukyuan. Ils sont vraiment présents de partout et on pourrait les confondre avec les Komainu japonais, mais pas du tout. En fait, c'est des lions. Ça a été inspiré par les lions qu'on trouve en Chine, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des échanges entre la Chine et Okinawa à l'époque, des échanges commerciaux mais aussi des échanges culturels. Il y en avait également avec le Japon, avec la Corée, avec des pays d'Asie du Sud, mais aussi avec le Moyen-Orient, parce que c'était vraiment un hub où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux ici du monde entier. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, les shisa, voilà, ça représente la culture Ryukyuan. D'ailleurs, on en trouve beaucoup aujourd'hui dans les magasins touristiques. Beaucoup de gens en ramènent en souvenir, j'en fais partie. Et donc, qu'est-ce que ça représente, les shisa? Généralement, c'est des protecteurs. On les trouve à l'entrée des maisons, à l'entrée des magasins, des restaurants, enfin de tous les endroits en fait, même des parkings parfois. Une des explications de ce que ça représente, c'est un mâle et une femelle. Le mâle à la bouche ouverte, il est là pour protéger, et la femelle à la bouche fermée, elle est là pour garder la paix à l'intérieur du foyer. Et ça, c'est nos 3 shisa qui gardent la maison à Tokyo. Une autre chose qui saute aux yeux quand on vient à Okinawa, c'est aussi l'architecture. C'est complètement différent de ce qu'on peut trouver dans le reste du Japon. Ils ont vraiment leur identité propre en termes d'architecture. On voit qu'il y a des influences quand même d'Asie, que ce soit de Chine, du Japon, etc. Mais c'est unique. On voit aussi qu'il y a des influences par rapport à la nature qu'il y a à Okinawa. On voit souvent des fleurs d'hibiscus, tout ce qui est en rapport avec la mer, donc que ce soit les coraux, des coquillages, etc. Et même, vous voyez, les pierres où je marche là, ça a été fait avec des éléments naturels qu'on retrouve ici. Je sais pas ce que c'est exactement comme roche, mais c'est de la roche qu'on retrouve notamment au bord de la mer. Donc je me demande si c'est pas des sédiments marins, tout simplement, qu'ils ont récupéré pour faire des constructions, quoi. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on retrouve pas du tout à Tokyo. Alors, après quelques recherches, ces pierres, ce sont des roches calcaires formées à partir d'anciens coraux. Elles proviennent directement des barrières récifales qui entourent Okinawa, et elles sont faciles à tailler, elles sont respirantes et naturellement belles, on va pas se mentir, et du coup, elles sont devenues une base essentielle de l'architecture locale. Ça, c'est un exemple parfait d'une culture qui construit avec ce que la mer lui offre. Derrière moi, il y a aussi autre chose, c'est les tombes. Faut savoir que les tombes à Okinawa, elles sont complètement différentes de ce qu'on trouve à Tokyo ou dans le reste du Japon. C'est pas du tout les mêmes rites funéraires, et j'aimerais bien vous montrer ça de plus près. Justement, on retrouve ces pierres coralliennes jusqu'aux tombes. Ici, à Okinawa, on construit les kameko baka, littéralement tombes en carapace de tortue, et elles portent bien leur nom parce qu'elles ont une forme arrondie
arrondies. On dit que c'est en forme de carapace de tortue, mais elles ont cette forme arrondie car la communauté croyait que les défunts devaient retourner à l'origine, comme s'ils retrouvaient le ventre maternel. C'est assez spécial, mais je trouve ça très beau comme message. Contrairement à ce qu'on retrouve habituellement au Japon, à Okinawa, l'idée n'est pas d'enterrer puis d'oublier, mais bien de célébrer les morts. Les familles organisent des célébrations autour de la tombe, elles nettoient, elles offrent des repas. Parfois, elles organisent même un pique-nique par-dessus la tombe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont immenses. Et souvent, elles font ça lors de la fête du Shiimi. C'est vraiment une culture où les morts restent vivants dans la vie des vivants et où chaque pierre raconte une histoire liée à la terre, à la mer et à la mémoire. Bon, il faut savoir quand même qu'avec l'annexion par le Japon en 1879, plus la Seconde Guerre mondiale avec des combats sanglants ici sur le territoire d'Okinawa et la prise de contrôle par les États-Unis jusqu'en 1972 pendant 27 ans, la culture d'Okinawa a pris cher quand même, on va pas se mentir. C'est triste parce qu'il y a beaucoup d'aspects culturels ici hyper importants qui se meurent avec le temps. C'est de plus en plus oublié et les gens se battent quand même ici pour essayer de protéger la culture. Mais c'est vrai que c'est un petit peu injuste parce qu'aujourd'hui on associe beaucoup Okinawa au Japon, forcément parce que c'est devenu japonais, mais aussi aux États-Unis et je pense pas que ce soit à juste titre parce que ça a été un petit peu forcé. C'est assez triste quand même. Je pense notamment à la langue, le Ryukyuan, qui a tendance à disparaître, qui se meurt petit à petit. Il y a quand même des gens qui essayent de l'enseigner pour pas que cette langue se meure justement, mais malheureusement c'est une langue qui devient très rare, qui a pas grand chose à voir avec le japonais. Et c'est triste de savoir que ça va certainement disparaître. Un jour ou l'autre, ce ne sera plus une langue réellement parlée par les locaux. Mais il faut savoir qu'il y a quand même d'autres aspects culturels qui, eux, restent bien vivants. Et je pense notamment aux arts vivants, comme la musique ou la danse, les spectacles, etc. Ça, c'est quelque chose qui continue de se transmettre et c'est super cool, c'est très très beau. Je pense notamment au sanchin, c'est un instrument traditionnel d'ici qui est fait à base de peau de serpent. C'est très très beau, la sonorité. Donc ça, c'est un art qui reste, qui se transmet, qui est très présent ici à Okinawa. Et même la musique en général d'Okinawa, elle est très joyeuse et on l'entend vraiment un petit peu de partout. Et ça, c'est très cool que ça reste malgré tout. Vous avez aussi les vêtements, ça s'appelle des bingata et c'est super beau, genre ça fait vraiment vêtements qu'on peut trouver dans les îles parce que dû aux motifs en fait, les motifs ça fait très tropical avec des dessins qui rappellent la mer, on retrouve des fleurs, des poissons, des vagues, un petit peu tout ce qui rappelle la mer et c'est hyper coloré, c'est trop beau, ça fait penser à leur musique un petit peu mais en images. Non mais regardez-moi cette vue là, je suis tombée dessus par hasard, c'est vraiment magnifique. Est-ce que vous avez vu cet arbre derrière moi comme il est magnifique? Et ça me fait penser à un autre point dont j'aimerais bien vous parler. La spiritualité à Okinawa, elle est complètement différente de ce qu'on peut trouver au Japon en général. Ici, vous n'avez pas trop de gros temples bouddhistes ou de sanctuaires shinto, mais vous avez beaucoup d'endroits qui sont sacrés, qui s'appellent utaki. Et donc, ça va être des éléments naturels comme des rochers, des arbres. Et ça arrive souvent d'ailleurs que ce soit interdit aux hommes d'y pénétrer. D'ailleurs, en parlant de spiritualité, il y a une chose qui m'a beaucoup étonnée dans l'histoire de Okinawa. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient prêtresses, apparemment ça s'appelait des nolo. Voilà, les femmes avaient leur place dans tout ce qui était le monde spirituel, ce qui n'est pas du tout le cas dans les religions bouddhistes et shinto. Les prêtres sont toujours des hommes. Donc j'ai trouvé cette différence quand même assez intéressante à noter parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures quand même. Et vous savez, on dit souvent qu'à Okinawa, les gens ils sont en bonne santé et ils vieillissent très vieux grâce à la nourriture. Mais ici ils ont tendance à dire que oui certes il y a ça, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle le yuimaru, c'est l'esprit communautaire qui est très présent ici. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose de très très important dans la vie ici à Okinawa. En fait, c'est tout simplement le fait d'échanger avec ses proches, avec sa famille, avec ses voisins, etc. Il y a toujours cet esprit d'entraide, c'est hyper important ici. Ça, c'est vrai que ça rend la vie plus chill, on va dire, et les gens sont moins stressés, du coup, ils ont moins le poids des choses. Quand, par exemple, on vit à Tokyo et qu'on est beaucoup dans la solitude, on a tendance à porter ses problèmes tout seul. Et bien ici, c'est pas vraiment le cas, grâce à cet esprit de communauté qui est très présent et qui est très ancré dans la culture locale. C'était un petit point quand même qui fait son importance, je pense, dans la culture ici, qui rend l'ambiance de l'endroit très chill. Bon, et puis bien sûr, pour terminer cette présentation d'Okinawa et des points culturels assez importants dans cette région du monde, il fallait que je vous parle de la culture culinaire d'ici. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, je pense que vous avez déjà un petit aperçu des plats dont je vais parler, mais c'est vrai que ici, la cuisine, elle est à part entière.
côtière et c'est tellement bon. Franchement, moi j'aime tout ce qu'ils proposent ici. La patate douce Beni Imo qui est très bonne, elle est violet foncé et elle est très sucrée et c'est super bon pour la santé en plus de ça. Vous avez d'autres choses comme produits de la mer, par exemple le umibudo, on appelle ça raisin de mer. C'est en fait une algue qui croque sous les dents, c'est très bon, c'est un petit peu salé, ça a vraiment un petit goût très sympathique. Vous avez les bananes aussi, il y a beaucoup de bananiers ici. C'est des bananes qui ont une forme assez particulière, c'est pas du tout ce qu'on retrouve en France ou au Japon de manière générale. Bah regardez, il y en a un juste derrière moi, de gros bananiers. Il y a aussi les sokisoba, c'est des nouilles avec du porc dedans. On pourrait croire qu'à Okinawa il y a une culture de la pêche, etc. mais pas tant que ça. Ici on a plus tendance à manger de la viande, notamment de la viande de porc qui est cuisinée avec plein de façons différentes, c'est super bon. Pas beaucoup de produits de la mer, pas de culture du sushi ici. Il y a la culture de la canne à sucre aussi qui est assez importante ici. Donc c'est du sucre brun qui est vendu dans tout le Japon d'ailleurs, qui est assez connu parce qu'il est très bon, il est très goûtu. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes au niveau culinaire à découvrir ici. Et écoutez, sur ce, il commence à faire nuit, donc moi je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura intéressé, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, donc dites-moi si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et même à la partager si vous vous sentez. Ma foi, ça aide toujours. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.